19. Nous sommes en plein milieu de notre terrain, de nos terres, de nos 7500 mètres carrés que nous avons achetés environ il y a 2 ans, en plein milieu de la zone de reconnaissance militaire prévue. Et quelle valeur vous donnez à ce terrain? Une valeur symbolique, une valeur assez combative. Nous avons la devise « Nous ne négocions pas, nous ne vendons pas et nous ne partons pas. Nous tenons à ces terres. Nous nous considérons comme patriotes, aussi patriotes que certains colonels. » En janvier 1983, ce qu'on appelle alors la bataille de Rottenturm fait rage. L'émission télévisée telle quelle livre les points de vue divergents des deux camps qui s'opposent. Nous venons d'entendre un propriétaire de la région de Rottenturm qui tient à rester sur ces terres, des terres que l'armée compte pourtant bien acquérir pour y installer une place d'armes. Écoutons maintenant un officier du département militaire fédéral, le DMF. Nous avons besoin de ces terrains pour l'instruction de la troupe. Et il n'est pas dans l'intention du département militaire fédéral ni du groupement de l'instruction d'y renoncer. Nous en avons déjà acquis les 3/4 et nous espérons vivement pouvoir acquérir le reste, ce qui nous est nécessaire, sans avoir recours à l'expropriation. Le journaliste de la radio romande Claude Froidevaux nous propose une photographie de Rottenturm où se déroule cette bataille entre civils et département militaire fédéral. Sur la carte de géographie de notre pays, c'est d'abord une vallée qui serpente entre les lacs de Sihl et d'Égérie, chers à nos cours d'histoire suisse. C'est une vallée qui relie Schwyz, la capitale du canton du même nom, aux rives du lac de Zurich à Pfäffikon. C'est surtout un village situé à 930 mètres d'altitude et peuplé de 1380 habitants, des agriculteurs, mais aussi des commerçants, des artisans. Il y a de l'industrie, il y a quelques bistrots et une église au toit curieusement décoré. L'emplacement maintenant de la place d'armes projetée, c'est un vaste marécage, mal drainé ou pas du tout, infranchissable en été, on nous l'a assuré, mais sur lequel nous nous sommes néanmoins aventurés hier après-midi parce qu'il gelait à pierre fendre et que le sol était dur. Pas d'image particulière à retenir de cette promenade découverte, sinon que nous avons failli être dévorés par un énorme chien loup. Voilà pour la photographie du pays. En 1983, cela fait déjà plusieurs années que le DMF convoite la haute vallée de Rottenturm dans le canton de Schwyz, avec l'idée d'y établir une place d'armes pour des troupes mécanisées et légères à côté des infrastructures militaires déjà existantes. L'opposition d'habitants du village de Rottenturm à l'établissement de cette place d'armes conduira à un bras de fer avec le département militaire fédéral. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 archives, intitulé « La bataille de Rottenturm, bras de fer entre militaires et civils ». Avant de plonger dans la saga de Rottenturm, revenons un instant sur le contexte de l'époque. De la mobilisation pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre froide, l'armée suisse vit son âge d'or. En ce début des années 60, en pleine guerre froide, la défense nationale est en forte expansion. La formation des soldats est renforcée, la durée de l'école de recrues passe de 67 à 118 jours. Cette modernisation crée de nouveaux besoins. Pour l'instruction de la troupe, il faut des places d'armes, des zones de tir, des casernes. Les corps de l'armée doivent s'entraîner aux manœuvres, et pour cela, le DMF doit disposer de terrain. En 1961, le colonel Frick décrit le problème qu'il qualifie d'angoissant qu'affronte la Société suisse des officiers. La conjoncture actuelle, la frénésie de construction, l'établissement du réseau routier, la construction des barrages, de conduite à haute tension, de téléskis, tout cela conduit à convoiter ce que nous possédons encore, à amenuiser de plus en plus les lieux où nous avons exercé nos troupes jusqu'à maintenant et à rendre très ardues les négociations pour de nouvelles acquisitions. Tout cela me conduit à lancer un véritable cri d'alarme, car si nous n'arrivons pas à acquérir un nombre minimum de terrains d'exercice et de tir réservés aux seuls besoins militaires, l'instruction de l'armée pourrait, tôt ou tard, devenir impossible. Ces acquisitions de nouveaux terrains par l'armée
ne vont pas de soi. La perspective de voir se répandre dans le jardin helvétique, par monts et par vaux, les chars blindés et les véhicules motorisés de transport de troupes effraie nos concitoyens. Effectivement, la population concernée par le développement de nouvelles zones d'exercice militaire ne l'entend pas toujours de cette oreille, et les autorités essaient de convaincre sur le terrain. En 1964, par exemple, le conseiller fédéral, chef du département militaire fédéral Paul Chaudet, accompagné du colonel Frick, se rend en personne dans la région de Longrain, où le département militaire fédéral prévoit l'installation dans des pâturages d'un périmètre de tir militaire. Le conseiller fédéral veut rallier des protestataires à ce projet. L'émission de la TSR, Carrefour, fait le compte-rendu de cette visite. On le sait, le Petit Engrain a été choisi par le département militaire fédéral comme place de tir et cette décision a soulevé une vive opposition de la part d'un comité d'action groupant des représentants des municipalités intéressées et des offices de tourisme. Mais hier, à Ayerne, du bon travail a été accompli par les représentants des deux partis, M. Chaudet et ses collaborateurs répondant aux nombreuses objections formulées. Sécurité sur les crêtes, estivage du bétail, respect des sites, le colonel Frick répondit que tout ce qui pourrait être sauvegardé le serait. Tous les litiges ne furent certes pas aplanis, mais la journée d'Ayerne constitua une belle leçon de démocratie. Le DMF approche des communes pour acquérir de nouveaux terrains. Et ces offres financières entrent parfois en concurrence avec celles de la Ligue suisse de la protection de la nature. En 1965, par exemple, la commune de B s'apprête à vendre le vallon de Nant et doit choisir entre la proposition de la LSPN et celle de l'armée qui n'hésite pas à faire de la surenchère, ce que déplore un conseiller d'État vaudois. Nous devons constater que la Confédération, ces dernières années tout au moins, a payé beaucoup plus que les prix moyens pratiqués dans le canton. C'est très gênant parce que ça oblige tout d'abord les pouvoirs publics à pratiquer des prix supérieurs, ça augmente les charges. C'est heureux pour ceux qui sont vendeurs, mais enfin c'est surtout gênant vis-à-vis des agriculteurs qui sont tentés d'abandonner l'exploitation du sol parce que les prix pratiqués n'ont qu'une commune mesure avec un prix de rentabilité et le prix commercial. Il faut savoir que la loi fédérale octroie à l'armée de larges prérogatives. Le DMF a tout loisir de s'attribuer des terrains pour les destiner aux exercices des troupes. Et quand l'armée s'installe, les exploitants doivent déguerpir, quoi qu'il leur en coûte. Ce berger ormenant de la région de Longrain raconte en 1970 comment l'armée les a chassés de leurs alpages. Quand ils sont venus, qu'ils ont acheté, ils nous ont dit faut pas vous en faire, on vous chasse pas, vous êtes des anciens bergers, on vous chasse pas, vous pourrez rester ici. Ils m'ont dit ça il y a une année, on pourrait rester ici, en tout cas encore 8 à 10 ans. Ça n'a pas été une année. L'année passée, ils sont arrivés les tirs, ils sont arrivés 2 jours avant de faire les tirs. Ils nous ont dit, à présent, messieurs, dans 2 jours, c'est loin, avec tout votre bétail. Ou bien alors, si vous ne partez pas, on ne se rend pas responsable si on tue votre bétail. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ça fait, ils sont venus le vendredi, on a encore tenu le vendredi, le samedi, et le dimanche, il fallait loin. Lundi matin, à 6 heures, les avions sont arrivés là et tirés. Le dimanche, on est parti 108 en tête. La montagne du fond, la montagne de derrière, et moi, avec 50, 108 en tête, on est parti. Chassé comme ça. L'armée est puissante et ne paraît pas s'embarrasser des oppositions locales. Alors, lorsque dans les années 70, le DMF songe à construire une place d'armes de 350 hectares à Rottenturm, une vallée abritant de larges marais à la frontière des cantons de Schwytz et de Zug, l'armée ne semble pas devoir nourrir de crainte par rapport à ce projet. En 1971, la commission de planification de l'armée présente ses plans. Elle affirme que les communes concernées, les propriétaires et les bourgeoisies auront le dernier mot. Elle est à 1000 lieues d'imaginer une possible objection. La procédure suit son cours et le canton de Schwytz donne son feu vert en 1974, renvoyant tout de même la décision finale à la commune de Rottenturm et aux propriétaires de terrain. Par 2 fois en 1975, puis en 1980, la population est amenée à voter.
Ceux qui ne veulent pas vendre leur terrain au DMF lèvent la main. 90% de la population de la commune se prononce alors contre la place d'Armes. En 1981, l'armée, qui semble malgré ce vote décidée à installer sa place d'Armes à Rottenturm, parle pour la première fois d'exproprier des habitantes et habitants. La résistance se met alors en place avec le mot d'ordre « Rottenturm nie », en français « Rottenturm jamais ». Lorsque le chef du département militaire fédéral, Georges-André Chevalat, poursuit l'offensive, la colère flambe alors à Rottenturm et les opposants marquent leur hostilité à la place d'Armes en allumant un brasier symbolique. Les explications dans le téléjournal du 19 décembre 1982. Pour tous les opposants à la place d'Armes de Rottenturm, le danger vient du département militaire fédéral. Car malgré le refus de ce projet, refus exprimé très clairement dans le secret des urnes, le DMF va engager la procédure d'expropriation collective des terrains qui lui manquent encore. De telles méthodes sont, pour les adversaires de la place d'Armes, antidémocratiques et elles mettent en danger les libertés communales séculaires. Pendant que le brasier se consume, les orateurs haranguent la foule. Ils rappellent que si les feux du 1er août ont souvent perdu leur sens patriotique, celui-ci a repris toute sa signification historique. Une communauté de travail contre la place d'Armes se crée en décembre 1982 autour d'Adolphe Bessemer, figure clé de la lutte contre le projet. La ferme de la famille Bessemer se situe sur la colline de Nessely, futur champ de tir de la troupe. Mais Adolphe Bessemer n'est pas prêt à partir. Il l'affirme dans l'émission telle quelle intitulée « La bataille de Rottenturm ». Déjà, nos ancêtres se sont battus à Morgarten quand on voulait leur prendre leurs terres. J'ai toujours affirmé que je n'étais pas prêt à partir tant que le département militaire ne réglerait pas le problème correctement avec les autres paysans, avec la population qui s'est prononcée contre la place d'Armes, avec les autorités communales. Le magazine L'Hebdo du 23 décembre 1982 s'empare également du sujet et donne la parole aux opposants à la place d'Armes de Rottenturm. L'hebdomadaire cite le courrier des lecteurs des quotidiens de Suisse centrale où des réactions courroucées fusent contre les pressions exercées par l'armée. On lit par exemple « Je suis furieuse et choquée, messieurs de Berne, du haut de vos trônes, vous êtes devenus trop puissants. » La toute-puissance de l'armée et la façon du DMF de mettre en œuvre ses projets sont dénoncées comme antidémocratiques. Des méthodes qu'en pleine guerre froide, des voisins d'Adolphe Bessemer qualifient même dans une missive commune de dignes des pays totalitaires. Les autorités militaires n'hésitent pas à exercer de fortes pressions à l'encontre des propriétaires des terrains qu'ils convoitent. Si c'est le cas à Rottenturm avec les menaces d'expropriation que l'on vient d'évoquer, les combiers de la vallée de Joux en font également l'expérience dans le cadre d'un autre projet de l'armée. Il s'agit cette fois de la création d'une place de tir pour obusiers dans la région du Mont-Tendre que le DMF évoque en 1978. Les citoyens de la vallée de Joux refusent ce projet. La commune du Cheny s'oppose à l'idée de voir bétonner les pâturages de la région. Et le groupe d'Herbon, créé spécifiquement pour lutter contre ce dessein, résiste. Face à ces oppositions, les autorités militaires choisiront en 1985 de s'adresser discrètement à un propriétaire français, M. Courcelles, pour obtenir le passage sur ses terres. Le journaliste Franck Musy raconte dans le Journal de Midi du 2 mai 1985. Voilà donc un propriétaire français, M. Henri Courcelles, à Vesoul, concerné par le problème et pris à partie directement par le DMF. M. Courcelles, qui a hérité de ses terrains de famille, est un homme âgé, malade, qui n'est plus à même de discuter et de croiser le fer avec quiconque, mais ça n'a pas empêché le DMF d'entreprendre auprès de lui des démarches, d'exercer des pressions et de le menacer même d'expropriation. Sa femme nous l'a confirmé tout à l'heure par téléphone. Les experts de Berne avaient même proposé à M. Courcelles de venir discuter avec lui de vive voix à Vesoul, mais M. Courcelles a refusé. Les pressions sont telles que le propriétaire finira par concéder des servitudes pour le passage des tanks de l'armée. Une victoire pour le DMF et ses obusiers blindés M109.
À propos de cette affaire, la Gazette de Lausanne du 3 mai 1985 interroge François Briot, chef de la division des immeubles à la direction de l'administration militaire, qui admet que l'armée s'est montrée opiniâtre. Cela serait un mensonge de vous dire que nous n'avons pas insisté. Mais c'était notre seule porte de sortie. Nous avons sorti la grosse artillerie. Les opposants à ces visées militaires dénoncent ces procédés déplaisants et ne désarment pas. Nous sommes prêts, disons le groupe d'Herbron, une bonne partie de la population de la vallée de Joux, les autorités de la commune de Cheny, nous sommes prêts, disons, à emmener le combat jusqu'au bout. Vous voulez dire que vous allez occuper le chantier ? Ah oui, c'est sûr. Toujours en respectant nos mots d'ordre, donc de non-violence. En définitive, le DMF ne l'emportera pas à la vallée de Joux. À la suite du dépôt à la chancellerie cantonale vaudoise en 1986 d'une pétition intitulée « Sauvegarde des crêtes du Jura », forte de 43 000 signatures, ce projet de l'armée s'enlisera. Mais revenons à Rotenturm. En janvier 1983, le conflit est loin d'être réglé et l'ambiance est tendue, comme le révèle le reportage radiophonique de Liliane Varone et de Claude Froidevaux. Depuis 5 ans environ, l'opposition, qui s'est organisée et surtout a gagné l'échelon national, est omniprésente. Sur les façades de Rotenturm, les affiches rappellent le grand slogan « Rotenturm nie jamais ». Les militaires qui jusqu'ici faisaient assez bon ménage sont l'objet de tracasseries. La commune a doublé le prix de location de la halle de gymnastique. Certaines personnes retournent les signaux de piste que posent les militaires dans la nature, ce qui embrouille les cartes. Et dès qu'un petit méfait est signalé, on accuse l'armée. L'ensemble du conseil communal de ce village, un village qui respire l'aisance, il faut le dire, est opposé à tout projet et même à tout compromis. Les paysans ne veulent pas abandonner leurs terres. Nous voulons garder cette terre que nous possédons, nous ne voulons pas d'échange. Et puis, à une autre question, que voulez-vous, que pouvez-vous faire ? Nous pouvons crier au secours, la violence, nous n'en voulons pas, sinon on se ferait emprisonner. Mais les plans de la place d'Armes sont bel et bien déposés par le DMF en avril 1983. Les procédures d'expropriation sont lancées. Le DMF est alors bombardé d'opposition juridique. La colère monte, une baraque militaire est détruite par un incendie criminel. À l'été 1983, la commission militaire du Conseil des États continue à soutenir l'entière réalisation du projet de Rotenturm et vote à l'unanimité les crédits nécessaires. Lors d'une interview, François Jeanneret, conseiller national libéral, rapporte la position de la commission. N'est-ce pas, je crois que la première chose qu'il faut dire et de manière la plus nette, c'est que la commission, à l'unanimité, j'insiste sur ce mot d'unanimité, est entrée en matière et a décidé de soutenir le Conseil fédéral et de voter le crédit demandé pour Rotenturm. Donc il y aura une place d'armes à Rotenturm, il y aura des casernes, il y aura un terrain d'infanterie. Le Conseil national emboîte le pas au Conseil des États. Les opposants, quant à eux, vont multiplier les recours auprès du tribunal fédéral. Mais l'armée semble en position de force et bien proche de remporter son offensive. Pourtant, 1983 marque un tournant dans la bataille de Rotenturm qui change de visage. Le VVF engage ses forces dans la confrontation, s'alliant avec les paysans et les écologistes de la première heure. Le débat va porter désormais sur la valeur écologique de cette zone de haut-marais et sur sa préservation contre les dégâts qui seraient occasionnés par son utilisation militaire. Une considération qui n'est pas tout à fait nouvelle à ce moment-là. Retrouvons notre paysan de Longrain qui se plaignait de l'occupation de l'armée en 1970. Ce berger dénonçait alors déjà les ravages causés à la montagne par les tirs de l'armée. Ils détruisent les pâturages. Ils ont fait, comme là-bas, ils ont tiré avec avion, ils ont fait des trous, on cacherait 3 ou 4 pièces de bétail. Alors c'est labouré, et puis là, où ils tirent, ça va 20, 30 ans, il n'y a plus de végétation. C'est brûlé, tout autour c'est brûlé, il n'y a plus de végétation que ce soit. Alors c'est impossible c'est terminé, c'est mort. La protection de la nature, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que l'armée en fait? Quand on prêche
partout qu'on entend dire à tout, pour la protection de la nature, alors il semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas égal. Il y a quelque chose qui joue. Ça fait mal. Le souci de préservation environnementale à Rottenturm existe depuis plusieurs années. Il faut savoir que la Ligue suisse de protection de la nature, l'actuelle ProNatura, avait acheté des terrains au cœur du Marais en 1968 déjà, afin de tenter de protéger cette région exceptionnelle. Dès 1978, un inventaire des marais en Suisse, initié par les militants de la protection de la nature, souligne l'importance des milieux humides pour la biodiversité. Une étude financée par la Ligue suisse de protection de la nature en 1981 met en évidence l'intérêt écologique du lieu. Le rapport se prononce catégoriquement contre le projet de place d'armes. L'armée part le coup et veut rassurer. Les forces militaires se soucient d'écologie et se défendent de menacer ce biotope. Georges-André Chevalat, conseiller fédéral et chef du département militaire, l'affirme en 1983. C'est effectivement une zone fort intéressante, c'est ce qu'ils appellent le Hochmoor, le haut marais qui s'étend en aval de Rottenturm. Nous ne faisons que toucher très marginalement ce marais. La plus grande partie, les 3/4 ou les 4/5, sont entièrement protégés. Et nous nous sommes liés, sous les auspices et sous la direction du canton de Schwytz, du département qui est chargé de l'aménagement du territoire, avec la Ligue suisse pour la protection de la nature, pour limiter notre emprise sur ce terrain naturel. Le conseiller fédéral assure même que, d'une certaine manière, l'armée protège Rottenturm. Je puis dire ceci, c'est que la présence de la place d'armes à Rottenturm protège une région naturelle. On ne construira pas sur le domaine de la corporation d'Oberegri, ni sur la place de tir que nous avons actuellement. La présence de la Confédération évitera la transformation de ces deux lieux, où c'eût été possible d'aligner de ces résidences secondaires occupées pendant 15 jours par année. Les préoccupations environnementales affichées par l'armée ne convainquent guère. Le 7 mars 1983, le WWF lance une initiative pour la protection du marais de Rottenturm. Claude Martin, le secrétaire général du WWF suisse, en décrit l'enjeu. La plaine de Rottenturm avec ses tourbières est la plus grande qui nous reste dans la région préalpine en Suisse. Il faut savoir que la Suisse a perdu environ 90% des zones marécageuses déjà dans les 100 ans passés. La plaine de Rottenturm constitue un biotope d'une importance européenne. Elle abrite alors une 50aine d'espèces d'oiseaux nicheurs, dont certaines menacées. Sa flore doit également être protégée. Le WWF a pris cette décision de lancer cette initiative parce que nous, on craint que cette affaire pourrait tourner dans une catastrophe même sur le plan national. Le 16 septembre 1983, l'initiative munie de près de 162 000 signatures recueillies en 6 mois est déposée. Le contentieux entre l'armée et Rottenturm est devenu une question nationale et sera soumis au vote populaire. Un sondage révèle que 2 Suisses sur 3 se déclarent favorables à la protection du marais. Sous la pression de cette initiative, le Conseil fédéral et le Parlement s'activent alors pour réviser la loi sur la protection de la nature et des paysages afin de lui opposer un contre-projet. La modification de cette loi est approuvée par le Parlement le 19 juin 1987, soit quelques mois seulement avant le scrutin sur l'initiative, agendé en décembre. Pourtant, aux yeux des partisans de l'initiative de Rottenturm, la nouvelle loi n'est pas une arme suffisante pour protéger la tourbière schwitzoise. Laurent Rebaud, conseiller national et écologiste de la première heure, s'exprime à ce propos. Si vous lisez le texte de la nouvelle loi sur la protection de la nature, les pouvoirs donnés au Conseil fédéral, ce que c'est qu'un biotope à protéger, vous devriez en conclure que le biotope de Rottenturm est par excellence le genre de site qui doit être protégé absolument par la loi. Or,
la même loi, dans son ancien article 11 qui reste en vigueur, accorde une dérogation et permet un privilège à l'armée suisse. Alors nous considérons que dans le cas particulier, l'intérêt national, c'est de protéger ce biotope unique en Suisse plutôt que d'offrir à notre armée, que par ailleurs nous respectons évidemment, une 41e place d'armes probablement inutile. La clause de retrait de l'initiative de Rotenturm ne sera donc pas activée. Pour le camp des militaires, c'est désormais clair. L'initiative vise autre chose qu'un but écologique. Elle est dirigée contre l'armée et contre la défense nationale elle-même. Laurent Rebaud s'en défend vigoureusement à la tribune du Conseil national en 1987. Je vous en prie, messieurs, cessez de penser que chaque fois qu'un projet du département militaire est contesté, vous avez affaire à des antimilitaristes ou à des gens qui veulent saper notre volonté de défense. Il ne s'agit pas de ça. Ou alors que M. Chinchera nous produise ces informations secrètes qui lui permettent de dire que nous sommes recrutés par des organisations étrangères à la Suisse. À la veille de la votation populaire, le débat se déplace sur le plateau de la télévision entre François Jeanneret, conseiller national libéral et membre de la commission militaire, et Philippe Roch, défenseur de l'initiative. Soupçon d'antimilitarisme, énorme concession de l'armée, c'est le point de vue de M. Jeanneret. Monsieur Jeanneret, contester les moyens que l'armée réclame pour accomplir sa mission, ce n'est pas forcément contester l'armée elle-même. Ah, pas du tout, c'est pas du tout le problème qui est en cause. Jamais en Suisse, depuis que l'on parle de cet équilibre à trouver entre protection de la nature et défense nationale. On l'a dans de nombreux endroits. Je l'ai connu dans le canton de Châtel. Nous l'avons à Longrain, nous l'avons dans des quantités d'autres endroits. Jamais on a pris autant de soins, autant de temps pour régler les problèmes. Les concessions ont été énormes. M. Roch a fait allusion à la caserne qui a été déplacée, au terrain d'infanterie qui est en dehors de la zone en discussion, et dans la zone qui nous concerne, seul un 10% est touché. Et réellement, tout a été fait. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc, satisfaction est donnée. Cette initiative est devenue superflue. Malgré les compromis acceptés par le DMF, il reste 10% du marais de Rotenturm qui demeure non protégé. C'est le futur terrain d'exploration de l'armée, et c'est bien là que réside le problème, rétorque Philippe Roch. Ce qu'il y a de très particulier à Rotenturm, M. Jeanneret, je pense que la population suisse en a pris conscience depuis 1983, où une campagne pour les tourbières a été lancée en Suisse, époque à laquelle peut-être peu de Suisses savaient ce qu'est une tourbière. C'est qu'il n'est pas possible de transiger avec la tourbière. C'est un milieu extrêmement fragile, un milieu biologique tout à fait particulier qui s'est développé un peu comme protégé depuis la fin de la dernière glaciation. Et toute intervention dans une tourbière avec des moyens lourds est une perturbation qui détruit l'essence même de cette tourbière. Et c'est pour ça qu'il n'est pas possible, en construisant plusieurs kilomètres de route, en construisant des places de tir pour des véhicules dans une tourbière, de la préserver, malgré toutes les mesures que vous prendrez. D'ailleurs, la Commission fédérale de protection de la nature a émis des conditions à l'installation de l'armée. Ces conditions sont purement et simplement inapplicables. On ne peut pas construire des routes et en même temps ne pas abîmer tout le problème hydrologique de la tourbière, qui est extrêmement particulier. C'est une sorte de bijou d'œuvre d'art tout à fait spécial et qu'on ne peut pas préserver à moitié, ou bien on la préserve ou on ne la préserve pas. Comme avant chaque votation en Suisse, un membre du Conseil fédéral délivre son allocution. En l'occurrence, c'est le conseiller fédéral Flavio Cotti qui expose la position du gouvernement. Tout ce qui a été fait pendant les années passées de travail entre le secteur militaire et le secteur de la protection de l'environnement dans la zone de Rotenturm permet d'être défini comme exemplaire. On a trouvé une voie de conciliation excellente entre des exigences aussi différentes mais aussi fondamentales, les deux, que sont d'un côté la protection des intérêts militaires et de l'autre côté la protection de l'environnement. Le conseiller fédéral enjoint donc au peuple de refuser l'initiative. Mais le 6 décembre 1987, à la surprise générale, l'initiative en faveur de la protection des marais est clairement acceptée, protégeant la région de Rotenturm des projets de construction de l'armée. La préservation des marais et des sites marécageux d'une beauté particulière et qui présentent un intérêt national est désormais inscrite dans la Constitution helvétique. Dans les années à venir,
Cette stricte protection des marais, parfois opposée aux velléités de développement touristique dans certaines régions, n'ira pas sans provoquer une certaine grogne ici ou là. Du côté des organisations de défense de la nature, on critiquera également de graves lacunes dans la mise en œuvre de ce mandat légal. Peu après les résultats de la votation, du côté des opposants à la place d'Armes, Jean Gottesman, membre du comité d'initiative, interrogé par téléphone, dit sa surprise. Je n'y croyais pas du tout. C'est une victoire que personne n'attendait. Et dans cette commune, comme dans la commune dans laquelle je vis, les gens qui nous ont aidés sont énormément reconnaissants à leurs compatriotes dans tout le pays. Est-ce que vous avez l'impression, monsieur le conseiller fédéral, que l'image de marque de l'armée s'est effritée ce week-end? Non, ça je ne crois pas. Je crois que c'était quand même ce grand et fort mouvement de la protection de la nature qui a dominé. Et moi, je suis sûr déjà maintenant, quand on va voter sur l'initiative Une Suisse sans armée, on aura tout à fait d'autres résultats. Malgré la vision optimiste du chef du DMF, Arnold Koller, cette défaite de l'armée résonne comme un désaveu à l'encontre de ses larges prérogatives. Ce revers présage des futures actions antimilitaristes visant à limiter les ambitions de la défense nationale. Si les initiatives à venir pour une Suisse sans armée ou 40 places d'armes, ça suffit, échoueront dans les urnes, la combativité des civils à l'encontre des projets du DMF transformeront quelque peu l'attitude des autorités militaires. Elles réfléchiront désormais à 2 fois avant de s'entêter face à l'opposition populaire et opéreront plus rapidement un prudent repli. L'acceptation de l'initiative de Rotenturm a conduit les autorités militaires à changer d'approche. Le DMF, qui deviendra en 1998 le département fédéral de la défense, de la protection de la population et du sport, DDPS, mettra en place un programme intitulé Nature, Paysage, Armée, NPA, visant à protéger et favoriser la diversité des espèces et de leur habitat sur les sites militaires. Ainsi s'achève cet épisode de 1001 archives, un épisode écrit par Marielle Rezzonico, réalisé par Thierry Châtel, produit par Grégoire Moll, raconté par Sophie Richard, avec les voix de Daniel Zacher et de Thierry Châtel. Si vous avez aimé cet épisode de 1001 archives, nous vous recommandons Olon et la Cédra, un combat extraordinaire contre les déchets nucléaires. 1001 archives, un podcast des archives de la RTS, disponible sur Play RTS, Spotify, Apple Podcast et la plupart des applications de podcast. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle. Et retrouvez l'intégralité des archives que vous avez entendues au cours de cet épisode sur notre site internet rts.ch/archives.